Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 30 mars 2025, épisode 240, toujours en direct de l'Indre. Je suis Marc-Frédéric Gomez. Au programme aujourd'hui, expression régulière sous Linux, 5 usages concrets à connaître. C'est un article pratique qui va vous permettre de découvrir comment utiliser les regex dans vos traitements de fichiers journaux, vos scripts et vos outils d'analyse texte. Des malwares codés en Lisp, Rust ou Haskell pour contourner la détection. Des chercheurs analysent les stratégies des groupes APT pour exploiter des langages de programmation atypiques pour échapper à l'analyse statique. APT36 piège les chercheurs d'emploi en Inde avec un faux site de la Poste. Ce groupe, Transparent Tribe, diffuse des malwares Windows et Android via un clone du site India Post. Je reviendrai sur la faille critique dans Chrome, Edge, Firefox et Tor. C'est une vulnérabilité dans Mojo. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio CSERT pour ne rien manquer. Les expressions régulières, ou regex, font partie de ces outils qui sont des game changers dans notre domaine de la réponse à incident, mais que peu de personnes maîtrisent vraiment. Et pourtant, une fois prises en main, elles deviennent redoutables. C'est puissant, c'est flexible, c'est ultra précis. Mais par où commencer ? Et surtout, à quoi ça sert vraiment ? Dans un article, et sans jargon, Jack Wallen de ZDNet propose 5 façons concrètes d'utiliser les regex sous Linux. C'est hyper abordable. N'hésitez pas à utiliser cet article comme référence si vous ne maîtrisez pas les regex. Ce que j'ai apprécié dans l'article, c'est qu'il ne s'agit pas d'une leçon théorique, mais de cas d'usage simples, utiles et directement transposables au quotidien, que ce soit pour filtrer un fichier, nettoyer des logs, modifier du texte ou isoler des adresses IP, les regex trouvent leur place partout. Avec des commandes bien choisies et des exemples parlants, l'article montre comment transformer un outil réputé complexe en un véritable allié pour gagner du temps et monter en précision. C'est un bon point d'entrée si vous avez toujours remis à plus tard l'apprentissage des regex ou si vous avez besoin de rafraîchir les bases avec des exemples concrets. C'est à lire sans faute. Moi, ce que je vous recommande, faites des regex, faites-vous une petite lib personnelle, vous gardez ça dans un coin, dans un petit répertoire. C'est un avantage énorme quand vous êtes en investigation ou en réponse à un incident. Mais vous allez gagner un temps de... C'est une dinguerie, quoi, c'est tout. C'est un temps de malade, il n'y a pas d'autre terme. On pensait avoir tout vu en matière de malware. Et pourtant, certains groupes commencent désormais à coder leurs charges malveillantes avec des langages aussi inhabituels que Haskell, Lisp, Delphi, voire même Brainfuck. L'objectif ? Rendre l'analyse statique plus complexe et déjouer les mécanismes de détection automatisés. Une équipe de chercheurs grecs et néerlandais a publié une étude hyper intéressante sur l'utilisation croissante de ces langages atypiques dans les campagnes récentes. Ils ont passé en revue près de 400 000 exécutables Windows pour comprendre pourquoi certains échantillons échappaient plus facilement aux détections. Premier constat, le langage de programmation utilisé influe clairement le taux de détection. Bref, en un mot, si vous connaissez que le Python ou le C, il va pas être terrible votre malware. Ou si vous êtes dans une red team et vous voulez pas vous faire détecter par votre blue team, faut pas prendre ce type de langage. Mais au-delà du langage, il y a surtout le choix du compilateur qui va jouer un rôle clé d'après l'étude. Des outils comme Embarcadero, Delphi ou Tinici, peu courants, perturbent les moteurs de signature traditionnels. En un mot, vous rentrez, il n'y a aucune détection. Les groupes APT n'y s'y trompent pas. APT29, par exemple, a utilisé du Python, du Delphi, du Go et du C# selon les campagnes. Akira a migré vers Rust, Hive aussi. Et l'étude montre que plus la base de code s'éloigne des standards comme C ou C++, plus l'analyse devient complexe, notamment à cause d'un agencement mémoire non conventionnel ou d'un shellcode dispersé dans le binaire. En résumé, changer de langage ou de compilateur permet de diminuer les taux de détection et d'augmenter surtout le coût de l'analyse pour les défenseurs. L'article vient du tabloïd The Register, qui invite clairement la communauté de la cyber à ne plus sous-estimer ces langages de niche. Ils sont en train de devenir un véritable terrain d'évasion fertile pour les attaquants, et il devient urgent de développer des outils capables de les prendre en compte. Blipping Computer nous remonte une campagne d'ingénierie sociale particulièrement ciblée qui vient d'être attribuée à APT36, un groupe affilié au Pakistan, également connu sous le nom de Transparent Tribe. L'opération révélée par la société Ciferma repose sur un faux site imitant le portail officiel de la poste indienne. Le domaine frauduleux, baptisé postindia.site, adopte son comportement en fonction du type d'appareil utilisé. Sur un poste Windows, l'utilisateur est invité à télécharger un faux document PDF. Une fois ouvert, ce fichier exploite une méthode baptisée le click fix. Il va inciter la victime à utiliser la combinaison
la touche Windows plus R pour lancer une commande PowerShell directement copiée dans la boîte de dialogue exécutée. Ça a déjà été utilisé, c'est du reuse, on voit que ça marche encore. Une fois que le script est lancé, il va tenter de télécharger une charge utile depuis un serveur distant, aujourd'hui inactif. Côté mobile, c'est une approche différente. Les utilisateurs Android se voient proposer l'installation d'une fausse application India Post. Cette application malveillante demande des permissions invasives, comme l'accès aux contacts, à la géolocalisation et aux fichiers du stockage externe. Elle modifie ensuite son icône pour ressembler à celle des comptes Google, ce qui rend sa détection et sa suppression difficiles. Elle est également conçue pour forcer l'acceptation des permissions, rester active en arrière-plan après un redémarrage et contourner les optimisations de batterie. Une stratégie qui vise clairement la persistance, la furtivité et la collecte de données sensibles. Selon la société Ciferma, l'utilisation de ClickFix se généralise, y compris au sein d'autres campagnes APT. La méthode repose sur l'exploitation du réflexe utilisateur et fonctionne même sur des profils techniques qui ne soupçonnent pas ce type de chaîne d'infection. Les métadonnées du fichier PDF pointent vers une origine possible liée au Prime Minister Youth Laptop Scheme of Pakistan et le domaine est enregistré environ un mois plus tard, fin novembre 2024. C'est un article passionnant, c'est à lire sur une investigation. On se rend compte que toutes les armes numériques, parce que ce sont des armes numériques, sont dans des sortes de librairies. Si on ferait un parallèle par rapport aux jeux vidéo, eh bien les cyberattaquants vont recharger dans les endroits où on peut découvrir des armes. Ça rappelle à ceux qui ont joué à des jeux comme Counter-Strike et autres. Donc ils récupèrent des armes numériques, ils vont réutiliser, ça fonctionne. Et ce qu'on voit, c'est que APT36 continue donc de combiner des tactiques classiques et subtiles en innovant pour contourner tous les types de protection et s'adapter à tous ces vecteurs avec des environnements particulièrement ciblés. C'est passionnant. Les équipes de Malwarebytes reviennent sur une vulnérabilité critique qui a été identifiée dans Chrome et plusieurs navigateurs basés sur Chromium, touchant uniquement les environnements Windows. L'exploitation a été observée en conditions réelles, notamment contre des organisations situées en Russie. On en avait parlé un petit peu en début de semaine sur Radio Cessort, mais j'ai retenu l'article parce qu'ils ont mis des compléments. Google, bien entendu, a réagi en publiant un correctif dans la version 134.0 6998.178 du canal stable de Chrome pour Windows. Les autres systèmes ne sont pas concernés. Par contre, cette faille qui est référencée sous la CVE 2025-2783 réside dans Mojo. C'est un composant utilisé pour la communication interprocessus dans l'écosystème Chromium. En un mot, là, vous êtes le maître du monde. Concrètement, le handle qui est mal géré permet à un attaquant de sortir de la sandbox du navigateur. Jusque-là, c'était déjà tendu. Et ensuite, il suffit que l'utilisateur visite un site malveillant pour que le code soit exécuté directement sur le système, contournant les protections habituelles. C'est génial. Ils ont compromis la sandbox. Vous allez sur le site malveillant, vous faites passer votre code entre guillemets non légitime et le navigateur, il l'exécute, mais comme un bon poney, quoi. Ah, c'est top. D'après les chercheurs, aucun comportement suspect n'est nécessaire côté attaquant. Le contournement de la sandbox se faisant de manière transparente, comme s'il n'existait pas. Toutefois, il précise qu'une seconde vulnérabilité est requise pour aboutir à une exécution de code à distance complète, sans que cela ait été formellement identifié pour le moment. Bon, si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez trouver. Les navigateurs qui sont impactés, ce sont tous dérivés de Chrome. Donc, on a du Edge, on a Brave, on a Vivaldi, on a Opera. Mais ce qui est plus inattendu, c'est que Firefox et le navigateur Tor ont aussi été jugés vulnérables après analyse en raison d'une interaction similaire avec Windows. Mozilla a donc publié un correctif de son côté. Donc, il faut savoir que pour corriger ce problème, il suffit de redémarrer le navigateur après que la mise à jour se soit installée. En cas de doute, un passage manuel par le menu à propos de tous vos navigateurs dans les paramètres du navigateur permet de forcer la vérification. Vous faites à propos et vous dit s'il y a une mise à jour ou pas. Cette vulnérabilité démontre une fois de plus que les mécanismes de sandboxing, bien qu'essentiels, ne sont pas infaillibles, et surtout lorsqu'elles se reposent sur des composants d'interfaçage bas niveau avec l'OS. Alors la recommandation, elle est simple. On ne réfléchit pas, on patch son navigateur. Le groupe APT37, connu également sous le nom de Squid Werewolf, mène actuellement une campagne de phishing ciblée contre des professionnels en poste. Leur tactique, c'est usurper l'identité de recruteurs pour piéger des employés à fort potentiel au sein de différentes organisations. La méthode repose sur l'envoi d'un mail avec une opportunité d'emploi, donc une belle offre, accompagnée d'un fichier zip protégé par mot de passe. À l'intérieur, c'est là que c'est un peu limité quand même au niveau géographique, une fausse offre en russe, dissimulée sous la forme d'un fichier LNK. Donc c'est les fameux fichiers avec un lien que vous avez sur vos navigateurs quand vous voulez mettre un lien sur un répertoire, ce genre de choses, qui est maquillé en document PDF. Une fois ouvert, ce fichier va déclencher l'exécution d'une commande PowerShell, du classique,
qui va décoder une charge utile encodée en base 64. Il faut savoir que celle-ci installe plusieurs fichiers dans un exécutable nommé... Alors l'exécutable, il est tout court, c'est d.exe. Alors on dit ouais, c'est d. Mais dans la configuration, vous avez un point config, une DLL est appelée qui s'appelle domainmanager.dll. Le tout est placé dans le dossier de démarrage du système pour assurer la persistance. L'exécutable utilisait une version renommée de dfsvc.exe, un binaire légitime pour se fondre dans le décor du système. L'attaque repose également sur un .NET Loader, obfusqué avec Obfuscar, conçu pour éviter les environnements de sandbox grâce à des vérifications réseau des techniques de temporisation. C'est juste une tuerie ce truc-là. Ce loader va télécharger ou déchiffrer ensuite la charge finale, chiffrée en AES 128 CBC et l'exécuter en mémoire. Il modifie aussi certaines clés du registre Windows pour désactiver les protections liées à l'exécution automatique, renforçant ainsi sa discrétion. Alors face à ce type de menace, l'usage d'une solution EDR capable de détecter les comportements suspects, notamment les commandes PowerShell anormales ou les modifications dans le dossier de démarrage, reste essentiel. Vérifiez si votre EDR est capable de faire ça. De plus, cette campagne illustre à quel point ce groupe d'APT comme Squid Werewolf, alors c'est Werewolf, perfectionnent leur méthode d'évasion en combinant des approches classiques comme l'ingénierie sociale à des techniques de persistance et d'obfuscation avancées. C'est à lire, c'est hyper intéressant quand vous faites un petit peu de recherche sur les groupes de malware. C'est passionnant parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous protéger contre ce type d'attaque. À part un EDR hyper haut de gamme, mais on va voir. Et même les EDR haut de gamme, ils ne sont pas tous au bon niveau. Et voilà, cet épisode du Radio Cesseur du dimanche 30 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a apporté des informations claires et utiles. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cesseur. Et je vous ferai cette semaine un épisode spécial sur la suite du podcast. On va passer en vidéo. Les tests sont bons. Je vais voir comment je vais faire pour enregistrer le podcast aussi bien audio que vidéo pour éviter de le faire 2 fois. C'est un peu plus compliqué parce qu'au montage que vous ne voyez pas lorsque vous écoutez cet épisode, il n'y a pas de blanc. Alors que je prends du blanc entre chaque article, je vérifie que je n'ai pas raconté une bêtise et parfois je suis forcé de refaire une reprise. Alors que quand je fais de la vidéo, ça va être du live. Si je me trompe, je me trompe. Et si j'ai un blanc, j'ai un blanc. Et tout ça, je voudrais l'éliminer pour le montage, pour vous permettre de toujours avoir cette possibilité d'écouter le podcast en voiture, le matin, etc. Ou pendant que vous faites votre footing. Ou inversement, juste à regarder la vidéo. Et sur la vidéo, j'aimerais beaucoup faire des incrustes par rapport à toutes ces recherches. Quand je vois sur les analyses malware et autres, il y a vraiment, ça manque un petit peu de contexte, quoi. On a beau mettre de la voix, du son, de la chaleur, ça suffit pas, quoi. Quand on voit l'élévation de privilèges, comment elle se fait, je pense qu'il y a un exemple visuel, mais il n'y a pas mieux, quoi. Bon, ça va être un des tests, ça sera peut-être pas au bon niveau au départ, mais quand on arrive à l'épisode 240, on ne craint plus rien, quoi. Il faut tester. Je vous souhaite à tous une très belle fin de week-end. Il est 14h, j'ai encore des slides pour demain, je suis un peu à la bourre. Ouais, j'ai des prises à faire. J'ai vraiment un vrai métier à côté, alors je vous assure, je fais pas que du podcast. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.